En mars 2003, l'invasion de l'Irak par les États-Unis, qui visait à renverser le tristement célèbre Saddam Hussein, a créé une énorme instabilité au Moyen-Orient. Les groupes djihadistes ont pu prospérer dans le chaos et en 2004, Al-Qaïda a été officiellement formé. Cependant, une division particulière d'Al-Qaïda allait bientôt devenir le nom le plus reconnu au niveau international dans l'extrémisme. Pendant près d'une décennie, des conflits quasi constants à travers les régions de l'Irak, puis plus tard de la Syrie, ont permis à cette branche brutale de djihadistes de maintenir une base de partisans dévoués et dangereux. En 2011, lorsque la guerre civile syrienne a commencé, ce même sentiment d'instabilité a permis l'émergence d'une nouvelle réincarnation d'Al-Qaïda, cette fois sous le nom d'État islamique d'Irak et du Levant, également connu sous le nom de Daesh. Daesh allait terroriser une grande partie du monde pendant sa période de pouvoir, dont le sommet a duré plusieurs années tumultueuses. Des milliers d'extrémistes étrangers ont rejoint les territoires contrôlés par Daesh pour combattre avec les djihadistes de l'État islamique. Pendant ce temps, le groupe engrangeait des millions et des millions de dollars grâce à la vente de pétrole et au paiement de rançons pour les nombreuses personnes qu'ils avaient enlevées. Au milieu des années 2010, Daesh a lancé une série d'attentats terroristes nationaux et internationaux contre les citoyens d'Irak, de Syrie, de Turquie, d'Afghanistan, du Bangladesh, de France, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'ailleurs. Ces attaques ont suscité un soutien mondial massif pour les personnes touchées, tandis que le groupe continuait d'enlever, d'exécuter et de brutaliser des captifs au Moyen-Orient. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner en détail l'ascension de Daesh, en analysant en profondeur comment ce groupe s'est formé et qui a principalement contribué à sa propagation. Nous allons examiner certaines des plus grandes atrocités et conflits de Daesh avant d'analyser leur chute finale du pouvoir. Qu'est-ce qui a rendu Daesh si notoire et redouté à travers le Moyen-Orient et au-delà? Comment l'État islamique est-il né et finalement, qu'est-ce qui l'a mis à genoux? Rejoignez-nous pour le découvrir et explorer. Veuillez noter que cette vidéo contiendra des discussions sur des violations des droits de l'homme, la violence et le terrorisme. La discrétion des spectateurs est conseillée. Bienvenue sur Guerre du Monde. L'homme le plus souvent considéré comme le fondateur et premier dirigeant officiel de l'État islamique est Abou Bakr al-Baghdadi. Al-Baghdadi a commencé sa vie adulte comme enseignant après avoir obtenu un diplôme de l'Université islamique de Bagdad au début des années 2000, mais il était finalement destiné à quelque chose de bien plus sombre. Les rapports divergent quant à la manière exacte dont Baghdadi s'est radicalisé. Certains affirment qu'il a commencé à développer une idéologie extrémiste sous le régime irakien de Saddam Hussein. Mais d'autres affirment qu'il aurait pu être façonné en extrémiste pendant le temps qu'il a passé avec les frères musulmans lorsqu'il était jeune homme. Mais ceux qui ont connu al-Baghdadi pendant ses études affirment qu'il était discret, peut-être même timide, et pour la plupart, il passait inaperçu. Au milieu des années 2000, al-Baghdadi a commencé à s'enthousiasmer pour les écrits du savant djihadiste égyptien Saïd Qutb, qui était lui-même associé aux frères musulmans. À la suite de l'invasion américaine de l'Irak, ses convictions l'ont conduit à fonder la Jamaat Jaish al-Sunnah wal-Jama'a ou Jamaat Jaish al-Sunnah wal-Jama'a, une organisation militante qui s'est finalement alliée à Al-Qaïda afin de combattre les troupes américaines. Aux côtés d'Al-Qaïda, Baghdadi allait étendre son influence à travers l'Irak en tant qu'extrémiste islamique et il est rapidement devenu une figure bien connue au sein des mouvements djihadistes du Moyen-Orient.
L'implication d'al-Baghdadi avec le Jamaat Jaish al-Sunnah wal-Jama'a et son affiliation à Al-Qaïda ont rapidement conduit à son arrestation par les forces américaines stationnées en Irak en 2004. Il a été détenu au centre de détention de Kambuka à la fin de cette année-là, considéré seulement comme une menace de faible niveau. Pendant sa détention, il a rassemblé plusieurs alliés djihadistes qui allaient être tout aussi déterminants dans la formation de l'État islamique. Lorsque al-Baghdadi a été libéré de détention, lui et les membres restants du Jamaat Jaish al-Sunnah wal-Jama'a ont rejoint le Conseil consultatif des Moudjahidines, une organisation fêtière reliant les principaux groupes extrémistes du Moyen-Orient. Les forces d'Al-Qaïda ont joué un rôle majeur au sein du Conseil, et bientôt un proto-État islamique allait y être formé. Cette première version de l'État islamique d'Irak et du Levant, qui comprenait des membres du Jamaat Jaish al-Sunnah wal-Jama'a et d'Al-Qaïda, ainsi que des alliés de plusieurs autres groupes extrémistes, a été formée en 2006 et est devenue connue sous le nom d'État islamique d'Irak, ou État islamique d'Irak et du Levant. Al-Baghdadi serait alors annoncé comme le chef de l'État islamique d'Irak et du Levant en mai 2010, où il deviendrait responsable de la conduite de multiples attaques terroristes en Irak. L'une de ces attaques fut l'attentat à la bombe de août 2011 contre la mosquée al-Qura de Bagdad qui a coûté la vie à un éminent député musulman sunnite, Khalid al-Fadawi. Lorsque le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a été tué par les forces spéciales américaines cette même année, al-Baghdadi a juré de se venger et a ensuite mené des raids, des attentats à la bombe et des fusillades dans de nombreuses villes et régions rurales à travers l'Irak. À la fin de l'année 2011, le sang de centaines de vies innocentes était sur ses mains et la situation ne pouvait qu'empirer. Al-Baghdadi a officiellement annoncé la création de l'État islamique d'Irak et du Levant en 2013 lorsque les extrémistes se sont installés en Syrie. Daesh était désormais une menace majeure pour la paix au Moyen-Orient et au-delà. Et en juin 2014, al-Baghdadi avait pour objectif de transformer son organisation terroriste grandissante en un califat mondial. Sous le nom de calife Ibrahim, al-Baghdadi a fait face à une réaction importante de la part des responsables gouvernementaux, des théologiens musulmans et même d'autres groupes djihadistes. Historiquement, un calife devait être l'individu le plus pieux de tous. Et al-Baghdadi a été critiqué pour ne pas avoir respecté les traditions et les pratiques de l'islam. Presque immédiatement, il a appelé à des attaques violentes contre les peuples d'autres nations et il a fait des prisonniers internationaux. Certains des prisonniers de Daesh auraient été gardés par al-Baghdadi comme esclaves personnels et il les a abondamment maltraités pendant toute leur captivité. L'État islamique a rapidement été qualifié d'organisation terroriste mondiale et al-Baghdadi, ainsi que ceux qui travaillaient sous ses ordres, ont été déclarés recherchés. Savoir comment Daesh est monté en puissance est une chose, mais qu'essayait-il exactement d'accomplir et comment sont-ils devenus aussi présents ? Eh bien, l'idéologie de l'État islamique remonte aux écrits de Saïd Khodba, le savant radical, qu'al-Baghdadi avait passé autant de temps à étudier les idées politiques de Khodba, qui reposait fortement sur l'idée de takfir, l'excommunication forcée d'un musulman par un autre, ont été poussés à l'extrême par Daesh, qui a tenté de soumettre ces territoires aux lois de la charia de l'islam. Daesh a adopté sa propre variante du drapeau de bataille de Muhammad, la bannière noire. Leur version, qui visait à afficher un message religieux et politique extrême, montrait le sceau de Muhammad dans un cercle blanc sur le fond noir traditionnel. La phrase « Il n'y a de Dieu qu'Allah » est inscrite de façon menaçante au-dessus. Daesh visait à créer un califat totalitaire mondial qui serait gouverné par leurs propres interprétations extrêmes de la charia. Ils souhaitaient rétablir ce qu'ils considéraient comme la forme pure de l'islam des débuts et ont commencé à demander aux musulmans du monde entier de rejoindre leur cause. Et en effet, l'idée d'un djihad mondial
a eu pour effet d'attirer des extrémistes islamiques du monde entier. Une grande machine de propagande, portée par les réseaux sociaux, ciblait les personnes se sentant exclues ou désespérées. Ceux qui avaient le sentiment d'avoir été marginalisés par la société ou ceux qui cherchaient un sens à leur vie. En plus de cibler les personnes les plus vulnérables en ligne, Daesh visait également les mosquées et les prisons où des individus pouvaient être recrutés en face à face. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que l'État islamique cherchait aussi à obtenir le soutien de mineurs, endoctrinant des familles et des écoles dans les territoires déjà contrôlés par Daesh. Les enfants qui avaient été déplacés de chez eux à cause des conflits au Moyen-Orient étaient extrêmement vulnérables à la propagande de Daesh et les terroristes étaient sans relâche dans leur recherche de nouvelles recrues. Tout au long de l'année 2014, l'État islamique a réussi à recruter un grand nombre de nouveaux membres, atteignant leur apogée en termes d'effectifs en 2015. À ce stade, il contrôlait une immense étendue de territoire, près de 110 000 km², et il maintenait une emprise sur les principales villes d'Irak et de Syrie. Les estimations varient énormément quant au nombre d'extrémistes qui avaient rejoint Daesh au moment de leur apogée. En termes d'effectifs, les estimations les plus basses vont de 35 000 à 40 000, tandis que les plus élevées considèrent jusqu'à 100 000 à 200 000 membres. On estime que 40 000 membres supplémentaires de Daesh ont été recrutés grâce à des campagnes de propagande à l'étranger, certains restant dans leur pays d'origine comme recruteurs, d'autres se déplaçant pour rejoindre la cause au Moyen-Orient. Dans l'ensemble de son territoire, l'État islamique a commis certaines des atrocités les plus terrifiantes et injustes que le monde moderne ait jamais connues. Ces atrocités ont été commises aussi bien sur le territoire de l'État islamique qu'à l'étranger sous forme de tentatives de génocide, d'enlèvement, d'exécution et d'attentats terroristes. L'une des premières actions de Daesh, après sa prise de pouvoir, a été de tenter systématiquement de débarrasser ces terres de tout musulman ne suivant pas la branche sunnite de l'islam. La branche sunnite de l'islam repose sur l'idée que les califes doivent être élus, tandis que la branche minoritaire chiite estime que le leadership doit rester au sein de la lignée du prophète Mohammed. Aux yeux de l'État islamique, toute personne qui n'était pas un musulman sunnite pratiquant méritait d'être détruite. Ils ont commencé à tuer tous leurs opposants, y compris les yézidis qui étaient un groupe ethno-religieux kurdophone basé en Irak et en Syrie, ainsi que les musulmans chiites, les chrétiens assyriens et tous les musulmans sunnites qui protestaient contre leur idéologie ou leur autorité. Les yézidis ont fait face à une vague massive de persécutions de la part de Daesh. Ils étaient considérés comme fondamentalement anti-musulmans, voire adorateurs du diable par les extrémistes en raison de leurs pratiques. Et, en conséquence, Daesh a cherché à les exterminer par tous les moyens possibles. Les yézidis dans les zones contrôlées par Daesh étaient systématiquement rassemblés et exécutés. Principalement, Daesh tuait les hommes et les femmes âgées. De cette manière, les femmes plus jeunes et même les enfants étaient habituellement gardés en vie, où ils étaient ensuite pris comme esclaves par des membres éminents du gouvernement de l'État islamique. Le génocide yézidite a été perpétré de manière persistante de 2014 à 2017, au cours duquel on estime que 500 000 yézidis ont perdu la vie. Entre 4 000 et 11 000, d'autres ont été faits prisonniers. En tant que captifs ou esclaves des terroristes, ils étaient forcés de se convertir du yézidisme à l'islam. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, toute personne faite esclave par l'État islamique souffrirait terriblement. De nombreux prisonniers étaient de jeunes femmes, parfois âgées de 9 ans, souvent victimes de trafic et d'abus, aux mains de ces terroristes. Toute femme qui résistait aux avances de l'État islamique était souvent exécutée, et la violence est devenue une part importante de leur vie quotidienne. Mais il n'y avait pas que les citoyens irakiens et syriens qui souffraient sous la doctrine de l'État islamique lorsque l'armée américaine est intervenue pour mener des frappes
aériennes sur les territoires contrôlés par l'État islamique. Vers la fin de 2014, l'État islamique a pris en otage des soldats étrangers, des journalistes et des travailleurs humanitaires. L'État islamique a pris ces otages en justifiant cet acte comme une riposte à l'intervention menée par les Américains en Irak. Ayant eu lieu en août 2014, l'exécution des otages de l'État islamique a commencé en juillet 2014 lorsque 75 soldats syriens ont été décapités. Les vidéos de ces exécutions ont été publiées sur les réseaux sociaux. Le premier journaliste international à être tué par l'État islamique fut James Wright Foley, un pigiste américain qui avait pris des photos de la guerre civile syrienne en 2012. Le meurtrier de Foley était une recrue britannique de l'État islamique. Connu à l'époque seulement sous le nom de Jihadi John, membre d'une cellule de 4 personnes, toutes avec un accent anglais et surnommées les Beatles par leurs otages, Jihadi John serait finalement identifié comme Mohamed Mouazi. Il deviendrait un bourreau prolifique de l'État islamique tout au long de l'existence du groupe et apparaîtrait souvent dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, portant un masque noir pour dissimuler son identité alors qu'il décapitait ses victimes. Parmi les victimes de Mouazi figurait le journaliste américain Stephen Sotloff, les travailleurs humanitaires britanniques David Haynes et Alan Henning, le travailleur humanitaire américain Peter Kassig, ainsi que les journalistes indépendants japonais Haruna Yakawa et Kenji Goto. Mouazi est rapidement devenu la cible d'une vaste chasse à l'homme internationale et a été traduit en justice en novembre 2015 lorsque des drones américains ont mené une frappe aérienne sur sa position, le tuant à Raqqa, en Syrie. Alors que ces horreurs se déroulaient au Moyen-Orient, l'État islamique a exporté son terrorisme à l'étranger, visant les populations de pays étrangers par des attentats et des assassinats soigneusement planifiés. La première de ces attaques terroristes internationales a eu lieu en mai 2014 lorsque l'islamiste radicalisé Mehdi Nemmouche a tiré et tué 3 personnes et en a blessé une autre au musée juif de Bruxelles, en Belgique. Parmi les effets personnels de Nemmouche, après son arrestation, se trouvait un enregistrement audio de lui-même revendiquant la responsabilité de l'attaque et un drap blanc imprimé de symboles de l'État islamique. D'autres attaques allaient continuer à susciter la peur et la résistance contre l'État islamique à travers le monde. En juin 2016, 49 personnes ont été tuées sans pitié au Pulse Night Club à Orlando, en Floride. Lorsque le tireur Omar Mateen a commencé à prendre des otages et à tirer sur la foule. Bien qu'on ne sache pas si Mateen était membre de DEC, le groupe l'a salué comme, je cite, « l'un des soldats du califat en Amérique ». Après l'attaque, Mateen a été tué par la police 3 heures après le début de la fusillade. En novembre 2015, une série d'attentats terroristes ont été perpétrés par Daesh et leurs partisans à Paris, en France, ce qui a profondément bouleversé la communauté internationale. Au total, ces attentats à la bombe et ces fusillades ont tué 130 personnes et en ont blessé 350 autres. Leur cible incluait le Bataclan et un match de football international. De même, en mai 2017, DEC revendiquera l'attentat à la bombe de la Manchester Arena au Royaume-Uni. Salman et Hachem Abedi ont ciblé un concert d'Ariana Grande qui se déroulait à l'Arena en utilisant une bombe artisanale remplie de clous. Cela tuera 22 personnes et en blessera plus de 1000 autres. Au Moyen-Orient et en Afrique, les attaques étaient à la fois fréquentes et persistantes. La célèbre attaque contre l'hôtel Corinthia à Tripoli, en Libye, en janvier 2015, a fait 10 morts l'État islamique ayant revendiqué la responsabilité de ces meurtres. 2 mois plus tard, 137 personnes ont été tuées au Yémen lorsque l'État islamique a bombardé 2 mosquées à Sanaa, au Yémen. En avril, des vidéos ont été diffusées montrant la décapitation de 30 chrétiens éthiopiens. L'Arabie Saoudite, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, le Liban, la Somalie, le Nigeria et le Niger ont tous subi des attaques similaires.
En Afrique de l'Ouest, Boko Haram s'était répandu de façon alarmante en tant que groupe djihadiste allié à l'État islamique, commettant des atrocités similaires. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Dès leur création, Daesh était un groupe qu'il fallait arrêter. Laisser cette menace croître sans intervention aurait représenté un grave danger pour la paix et la stabilité mondiale. Ainsi, en septembre 2014, des coalitions internationales contre l'État islamique ont commencé à se former. La plus grande d'entre elles fut l'opération Inherent Resolve, menée par l'armée des États-Unis qui a travaillé aux côtés des forces du Royaume-Uni. Allemagne, Danemark, France, Canada, Australie, Turquie, Italie. Pour mettre fin au règne de terreur de Daesh, les États-Unis n'étaient pas la seule nation à former des coalitions contre l'État islamique. Cependant, une opération a également été rapidement mise en place, dirigée par la France, qui recevrait le soutien de jusqu'à 26 nations supplémentaires connues sous le nom d'opération Chamal. La France serait rejointe par des pays comme la Chine, le Liban, la Norvège, le Japon, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Pour aider à lutter contre la menace croissante en Irak et en Syrie, une coalition distincte connue sous le nom d'Alliance militaire islamique serait formée en Arabie saoudite en 2015. Celle-ci serait composée de jusqu'à 34 États musulmans dont beaucoup avaient été terrorisés par Daesh au cours des mois précédents. Parmi ses membres figuraient Bahreïn, le Nigeria, le Soudan, le Pakistan, la Jordanie, la Malaisie et la Libye. Cependant, des signes commençaient à apparaître dès la fin de 2014, indiquant que Daesh pourrait s'effondrer à cause de ses propres actions. Bien qu'ils aient réussi à capturer des territoires en Syrie et en Irak, ils avaient du mal à s'étendre au-delà de ces régions. Vers la fin de 2014, ils avaient tenté de prendre le contrôle de Kobané, une ville située à la frontière syrienne avec la Turquie. L'État islamique avait envoyé des milliers d'insurgés pour s'emparer de plus de terres, mais ils ont été confrontés à des frappes aériennes américaines à leur arrivée. Vague après vague, les terroristes ont été tués. Plus de 1500 sont morts lors des frappes aériennes à Kobané seulement. Ce qui avait débuté comme une conquête territoriale ratée pour les djihadistes est devenu un échec cuisant dans leur démonstration de force alors qu'ils envoyaient toujours des combattants à la mort. Entre le début de 2015 et la mi-2016, Daesh a lentement commencé à perdre le terrain qu'ils avaient durement acquis, car les frappes aériennes les empêchèrent de s'étendre vers de nouveaux territoires. Mossoul, une grande ville d'Irak que Daesh avait capturée au début de son expansion territoriale, est devenue désormais un coin dans lequel les extrémistes étaient acculés. À ce moment-là, dans leur récit, les dirigeants de Daesh disaient aux terroristes potentiels qu'ils ne devaient pas se rendre au Moyen-Orient pour rejoindre l'État islamique. Ceux loyaux envers Daesh étaient incités à commettre des attentats et fusillades chez eux. Il s'agissait d'un changement majeur d'attitude par rapport au programme de recrutement massif qui avait été le point central des plans de l'État islamique au cours des mois et des années précédents. Et cela a coïncidé avec d'autres pertes territoriales majeures. Les djihadistes ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas garder facilement les territoires conquis au début, tandis que les coalitions internationales se rapprochaient. Vers la fin de 2016, un autre coup a été porté en plein cœur de l'État islamique. Les forces kurdes et irakiennes, qui luttaient pour défendre leurs terres contre la montée du terrorisme, ont réussi à reprendre le contrôle de Mossoul. En travaillant aux côtés des nations impliquées dans l'opération Inherent Resolve, il s'agissait de la plus grande opération militaire depuis l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Depuis 2015, l'opération Inherent Resolve bombardait des cibles de haut niveau de Daesh autour de la ville, et les forces irakiennes se rapprochaient progressivement, mais le moment était venu de reprendre la ville. Les forces pro-gouvernement irakiens sont entrées dans la ville par le nord, le sud et l'est, prenant les villes satellites sur leur passage et écrasant la résistance farouche des combattants de l'État islamique.
Plus ils s'enfonçaient dans le centre de Mossoul, plus il devenait difficile de repousser les terroristes à l'intérieur. Cependant, la bataille de Mossoul allait été coûteuse pour la ville. Des centaines de bâtiments ont été détruits lors des combats, laissant une grande partie de la zone en ruine. En janvier 2017, le premier ministre irakien, Haider al-Abadi, a annoncé que les quartiers et de la ville étaient de nouveau sous le contrôle du gouvernement. Mais la partie ouest s'est révélée plus difficile. Les bâtiments dans l'ouest de Mossoul étaient très serrés, ce qui rendait l'avancée des troupes difficile. Cela créait des points d'étranglement où kamikazes et snipers terroristes pouvaient facilement abattre les soldats irakiens. Finalement, les forces ont réussi à reprendre la ville de Mossoul à l'État islamique, mais d'immenses dégâts ont été causés au cours du processus. 5 ponts principaux du centre de Mossoul ont été détruits pour empêcher Daesh de se réapprovisionner. Et la seule autre route permettant aux véhicules d'accéder au centre-ville a été détruite par une frappe aérienne de la coalition américaine. À la fin de 2016, ce qui avait autrefois été la deuxième plus grande ville d'Irak était désormais en ruine. Mossoul a été officiellement déclarée libérée de l'État islamique en juillet 2017. Puis, à la fin de 2017, un autre lieu clé, Raqqa en Syrie, a été repris à l'État islamique. En tête de l'assaut contre Raqqa se trouvaient les forces démocratiques syriennes, une alliance de milices arabes et kurdes qui sont initialement entrées dans la ville pour tenter de la reprendre. En juin 2017, Raqqa faisait partie des premières grandes villes revendiquées par les djihadistes en 2014 d'un. Et depuis lors, ils l'utilisaient comme un centre majeur pour planifier des attaques et préparer leurs prochains mouvements. Les forces démocratiques syriennes ont lancé leur attaque de tous les côtés, encerclant la ville dès le début et tentant lentement de progresser vers le centre. Ils ont rencontré la résistance des kamikazes, hommes armés et snipers de Daesh en avançant, blessant de nombreux soldats et civils dès les premiers jours de combat. À la fin du mois de juillet, les forces démocratiques avaient réussi à capturer plusieurs quartiers au sud de la ville et elles se rapprochèrent du centre. États-Unis. Les frappes aériennes ont effectivement contribué à limiter le succès des combattants de Daesh dans la ville, mais elles ont aussi coûté la vie à des civils en fuite. En conséquence, en septembre 2017, seuls de petits groupes de djihadistes restaient dans la ville. Et les forces démocratiques syriennes avaient repris la majeure partie de Raqqa. La bataille s'est terminée lorsque les soldats ont lancé une attaque contre le stade de Raqqa, où les derniers djihadistes étaient retranchés dans la ville. Le 20 octobre, les forces démocratiques avaient déclaré leur victoire. Maintenant que les principales places fortes de l'État islamique avaient été reprises au contrôle des terroristes, Daesh n'avait plus beaucoup d'endroits où se replier. Leur nombre diminuait grâce aux frappes aériennes continues des coalitions internationales et au travail des opérations terrestres menées par les forces irakiennes et syriennes. Les membres de Daesh commencèrent alors à rassembler leurs familles et à se déplacer vers l'est de la Syrie, plus précisément dans une petite ville appelée Baghouz. À ce stade, Daesh avait perdu jusqu'à 95% de son territoire initial et ils étaient acculés dans les coins les plus reculés. Baghouz offrait peu de possibilités aux terroristes pour poursuivre leurs attaques brutales. Le temps pressait et les soldats se rapprochèrent de plus en plus. On pense que Baghouz a accueilli plusieurs milliers de membres de Daesh alors qu'ils fuyaient leurs anciens territoires. Lorsque les terroristes sont arrivés, de nombreux habitants de Baghouz ont choisi de fuir vers les camps de réfugiés établis par les forces démocratiques syriennes. Mais beaucoup de ceux restés allaient périr lors des frappes et attaques à venir. En février 2019, les forces de la coalition avaient rattrapé les derniers insurgés acculés à Baghouz et des plans ont été mis en œuvre pour éliminer la menace de Daesh une bonne fois pour toutes.
Les combats ont commencé avec des tirs nourris des équipes de mortiers appartenant aux forces démocratiques, tandis que les bombardiers et les snipers américains cherchaient à anéantir tous les terroristes stationnés à la périphérie de la ville. Plus de 40 points importants dans la ville, qui offraient un avantage stratégique à la coalition, ont été saisis. Au début de l'assaut, plusieurs contre-attaques de Daesh ont été repoussées avec succès. À ce stade, les militants de Daesh à Baghouz commençaient à devenir désespérés. Certains ont tenté de fuir la ville déguisés en femmes et se sont mêlés aux milliers de civils qui sortaient des bâtiments pour monter dans les camions en direction des camps de réfugiés. Des tempêtes de poussière frappaient de Baghouz aussi violemment que les frappes aériennes et les tirs. Mais les forces de la coalition ont tout de même réussi à reprendre de vastes portions de territoire à l'intérieur des limites de la ville. Les soldats continuaient d'avancer. Des membres de Daesh auraient été aperçus en train d'utiliser des civils comme boucliers humains afin de dissuader les tirs contre eux. Il a rapidement été rapporté que les chefs de Daesh avaient autorisé l'exécution de plusieurs de leurs propres combattants pour avoir tenté de se rendre aux forces de la coalition. Le centre-ville serait ensuite pénétré et capturé par les forces démocratiques le 13 février. Au 16 février, Jayafoura, un commandant des forces démocratiques syriennes, a déclaré que le territoire total de Daesh ne s'étendait plus que sur 700 mètres carrés. Ils avaient été repoussés hors du centre-ville et avaient tenté de fuir vers une série de petits hameaux à la périphérie de Baghouz. À présent, les forces démocratiques ont lancé un ultimatum aux derniers militants. Ils pouvaient se rendre maintenant ou se préparer à mourir au combat. La grande majorité de ceux qui restaient en vie ont choisi de se battre, mais il y avait un problème. Plusieurs centaines de civils restaient piégés aux côtés des combattants, et ils couraient un risque sérieux de mourir si les soldats intervenaient pour combattre. Au cours d'une semaine, de nombreux civils ont réussi à fuir lentement les hameaux et plusieurs groupes de combattants de Daesh ont choisi de se rendre. La bataille s'est poursuivie de façon sporadique au cours des mois suivants. Les civils et les combattants de Daesh sont restés dans les hameaux autour de Baghouz et les forces démocratiques syriennes ont continué à assiéger la zone, attendant que les terroristes finissent par céder. Beaucoup des insurgés restants, considérés comme les djihadistes les plus endurcis de Daesh, ont décidé de creuser des tunnels sous les villages où ils se sont retranchés dans des bunkers de fortune. Cependant, en surface et dans les villages environnants, de nombreux extrémistes ont rapidement été capturés par les forces démocratiques, selon un porte-parole des forces, Mustafa Bali. Plus de 4000 djihadistes s'étaient soit rendus, soit avaient été capturés depuis le début des combats à Baghouz, laissant ceux qui restaient épuisés mais refusant de se rendre. Le 10 mars, les forces démocratiques ont déclaré qu'il ne restait plus de civils dans les hameaux occupés par Daesh, et l'assaut a repris. Ce qui a suivi fut un déluge de tirs de mitrailleuses, de frappes aériennes et de tirs de mortiers s'abattant sur la dernière position de Daesh. Les terroristes ont répliqué par des bombardements, mais sans causer de dégâts majeurs à la coalition ni aux forces démocratiques syriennes. Environ 1300 djihadistes supplémentaires se seraient rendus le 14 mars et les soldats ont pu capturer leur campement le 19. Le contrôle total de la région de Baghouz et la victoire sur les derniers insurgés ont été déclarés le 23 mars 2019. Depuis l'effondrement final de l'État islamique en mars 2019, jusqu'à 26 000 personnes soupçonnées d'avoir été impliquées dans l'organisation ont été détenues dans des prisons gérées par la Syrie et les États-Unis. Alors que beaucoup de ces détenus sont des terroristes fortement impliqués dans les atrocités commises par Daesh. Beaucoup de personnes en détention s'y trouvent illégalement. Les organisations non gouvernementales de défense des droits et associations caritatives demandent la libération des détenus sans preuve, mais beaucoup restent incarcérés. Les prisons en Syrie qui détiennent des terroristes avérés deviennent souvent des foyers de propagation de la pensée djihadiste radicale.
Alors que l'État islamique a été complètement et efficacement écrasé par les troupes de la coalition et les forces gouvernementales au Moyen-Orient, on pense que des poches de l'organisation subsistent encore aujourd'hui. En avril 2025, l'Institut de recherche sur la paix de Francfort, un groupe de principaux analystes des conflits mondiaux, estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 2500 terroristes de Daesh ayant échappé à la capture. Alors que Daesh aujourd'hui n'est plus qu'une ombre de ce qu'il était. La menace d'un retour du terrorisme à l'avenir doit être constamment surveillée afin d'empêcher qu'une telle situation ne se reproduise. Quant à Abu Bakr al-Baghdadi, le fondateur de Daesh, il s'est donné la mort lors d'une opération militaire menée par les États-Unis dans le nord de la Syrie en octobre 2019. Selon les rapports, al-Baghdadi a déclenché des explosifs attachés à un gilet alors qu'il fuyait les forces américaines dans un tunnel. L'explosion aurait tué 3 des enfants d'al-Baghdadi et aucun membre du personnel militaire américain n'a été blessé. Désormais, sans territoire ni chef de file, Daesh ne possède peut-être plus les moyens de retrouver sa puissance d'antan, et espérons que cela restera ainsi. Au cours de leur règne de terreur, Daesh a été responsable de milliers et de milliers de morts, mais la coopération internationale et la volonté d'éradiquer le terrorisme pour toujours ont finalement prévalu. Au final, nos pensées vont à toutes les personnes touchées par les actes et atrocités de l'État islamique. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée informative, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire ci-dessous. Tout notre contenu, de la recherche et la rédaction du script jusqu'au montage et à la narration, est entièrement réalisé par des humains, sans utilisation d'intelligence artificielle. Pour soutenir notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié à la sortie de la prochaine vidéo de Guerre du Monde.